Les amis, j'ai la chance d'être avec Charles, le précepteur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille vivement de vous abonner à sa chaîne car vous allez découvrir ce qu'est la philosophie vulgarisée et ça va vous donner envie de vous intéresser à un sujet qui vous est défaut quand vous étiez à l'école. Aujourd'hui, dans cette vidéo, Charles va nous expliquer qu'est-ce que veut dire le mot « cuck ». Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir qu'est-ce que veut dire ce mot « cuck » et si peut-être vous êtes un cuck. Mais avant cela, les amis, vous avez deux choses à faire, mettre les notifications et bien évidemment vous abonner à la chaîne. Alors, mon petit Charles, merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais expliquer aux personnes qui nous regardent, leur lire la définition de ce qu'est un cuck. Le cockling ou le cuckold désigne une paraphilie et une forme de domination sexuelle dans laquelle un homme est sexuellement excité par l'idée que son partenaire ou sa partenaire sexuelle ait des relations avec un autre homme régulièrement, occasionnellement. De son côté, le partenaire est sexuellement excité au fait de prendre du plaisir devant son partenaire. Le mari étant souvent très amoureux de son conjoint, il accepte qu'elle ait un amant, voire plusieurs. On peut pratiquer le cuckolding à différents degrés. Je sais que vous avez peut-être vu comme moi des vidéos porno où un homme noir bien membré vient donner du plaisir à une femme qui est avec un homme blanc qui, lui, est bien évidemment moins membré. Donc j'ai regardé ça juste par souci sociologique. Donc mon petit Charles, qu'est-ce que tu penses du cuck ? Donc, cuck, c'est la traduction anglaise du mot cocu en français. Mais sauf que dans le mot cuck, il y a une petite dimension supplémentaire par rapport au cocu. C'est que ce serait le cocu qui est fier de l'être, qui l'assume, voire qui le revendique. Alors, déjà, pour faire un petit point d'étymologie, parce que ça, c'est un petit peu ce que j'adore faire, cocu, ça vient du mot coucou, l'oiseau, parce que le coucou, c'est un oiseau qui pond ses œufs dans le nid des autres. D'accord, ok. Ce qui veut dire que le coucou, il va élever la progéniture des autres. Donc tu vois qu'il y a un lien direct. Donc je disais, le cuck, c'est pas seulement celui qui est cocu, c'est aussi celui qui va l'accepter au nom du principe de liberté individuelle, au nom du principe de l'épanouissement de l'autre et de l'idée que chacun pourrait disposer librement de son corps. Donc ça pose évidemment plein de questions et puis ça nous donne aussi quelques indications sur la mentalité moderne. Je pense que c'est ça qui va être intéressant à décortiquer. La première chose que je dirais, c'est que l'infidélité, puisque le cocu, c'est celui dont le ou la partenaire est infidèle, ce n'est pas un phénomène récent. Ce n'est pas quelque chose de moderne à proprement parler. Il y a toujours eu de l'infidélité. Même à l'époque où la religion dominait, il y avait de l'infidélité dans toutes les couches sociales, c'est-à-dire aussi bien chez les prolétaires, les pauvres, que dans la classe bourgeoise ou aristocrate. Et d'ailleurs, des femmes célèbres comme, par exemple, Pamela Anderson ou Beyoncé se sont retrouvées cocu. Ouais. Ce qui veut dire... Et Shakira, il n'y a pas longtemps aussi. Shakira, il n'y a pas longtemps. Shakira. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui, finalement, est assez courant et que ça ne dit rien de la valeur de la personne. Tout le monde peut se retrouver cocu du jour au lendemain. Ça ne dit rien du niveau de valeur de la personne. Bon, une fois que ceci est dit, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la perception dans l'imaginaire collectif du cocu ? Parce qu'évidemment, le mot cuck, il est utilisé de manière péjorative, ce n'est pas un compliment. Historiquement, ce sont surtout les hommes cocus qui se sont fait dénigrer, montrer du doigt et moquer. Et d'ailleurs, ça a été une sorte de recette comique dans le théâtre qu'on appelle le théâtre de boulevard, c'est-à-dire le schéma scénaristique du triangle amoureux, le mari, la femme et l'amant. Et en fait, ce qui est moqué chez le cocu, c'est pas tant le fait qu'il soit cocu, c'est plutôt le fait qu'il ne s'en rende pas compte, le fait qu'il est naïf, le fait qu'il est aveugle et qu'il ne se rend pas compte, qu'il ne soupçonne même pas sa femme de pouvoir le tromper. Donc ce qui est moqué, c'est pas son statut de cocu, c'est sa bêtise, en quelque sorte. Maintenant, le cuck tel qu'on en parle, c'est celui qui va estimer que son ou sa partenaire a le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Je ne t'apprends rien en te disant que majoritairement le modèle conjugal
majoritaire, c'est celui du couple monogamique. La monogamie, c'est le fait d'avoir un seul partenaire. Et donc, celui qu'on appelle le cuck, c'est celui qui va estimer que ce modèle-là doit être remis en cause. Qu'après tout, il n'y a rien qui justifie qu'on impose à son partenaire de n'avoir qu'un seul partenaire, en l'occurrence soi, c'est-à-dire qu'on laisse l'autre entièrement libre. Et ça, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a des racines philosophiques, idéologiques à cette mentalité, et on les trouvera dans un grand mouvement philosophique qu'on appelle la French Theory, qui s'est développé dans les années 60, qui a pris corps notamment pendant les événements de mai 68, parce que mai 68, c'est pas seulement une révolution sociale, ça a été d'abord une révolution sexuelle. La libération sexuelle. Voilà, révolution des mœurs. Et à cette époque-là, il y avait tout un tas d'auteurs et de philosophes, notamment Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, qui expliquaient que la monogamie, c'était une forme d'acte d'appropriation de l'autre, et que finalement, quand on exigeait de l'autre qu'il nous soit fidèle, c'est un peu comme si on voulait disposer de l'autre comme d'un objet, et donc lui empêcher d'être libre. Et l'idée qu'on pourrait laisser l'autre avoir des rapports sexuels, même si on est en couple, ce serait finalement être plus évolué, plus avancé, plus éveillé sur le plan de la conscience, sur le plan de la liberté, sur le plan du respect. D'ailleurs, le mot woke veut dire éveillé. Et donc, on accepterait que l'autre puisse jouir de sa liberté comme il l'entend. Alors, et d'ailleurs, je pense que tu as vu cette conférence TEDx. Oui, extraordinaire le mec. Voilà, qui s'appelle Thomas Messias, je crois. On partagera un extrait, il est incroyable. Et en fait, cet homme-là, pour lui, c'est tout à fait normal que sa femme ait de multiples partenaires. Il le résume dans cette phrase en disant « Qui suis-je pour m'imposer comme le seul phare de son existence ?» C'est beau ? C'est beau, c'est poétique, mais ça signifie que pour lui, exiger la fidélité, ce serait s'imposer comme le seul phare de l'existence. Donc déjà, il y a un glissement. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de tout mélanger. Être en couple, ça suppose un engagement réciproque. Parce que sinon, on n'est pas en couple. Y a ce qu'on appelle les relations libres. Relations libres, ça veut dire on couche ensemble, mais on n'est pas en couple, donc on ne se doit rien. Y a le libertinage. Le libertinage, ça veut dire on est en couple, mais on a le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires, mais pas de relations amoureuses. Et puis enfin, il y a le polyamour. Le polyamour, c'est finalement ce qui a le plus petit dénominateur commun, ça veut dire on a le droit d'aller voir ailleurs, sexuellement. On a le droit même d'avoir des sentiments, de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, mais on reste en couple. C'est ça le polyamour. Et finalement, ce qui rassemble toutes ces conceptions alternatives du couple, c'est l'idée qu'on ne doit rien imposer à l'autre. Et c'est pour ça que je parlais de la French Theory et de cette idée qu'on doit considérer l'autre comme un être libre, y compris dans le couple. C'est-à-dire que c'est la mort de l'engagement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment central et fondateur dans la philosophie moderne. C'est-à-dire l'idée qu'on ne doit rien imposer à l'autre, parce que imposer quelque chose à l'autre, ce serait être réactionnaire, ce serait être conservateur, ce serait être finalement rétrograde. Et il ne faut surtout pas sous-estimer le fait qu'être traité de réactionnaire, être traité de quelqu'un de rétrograde, c'est quelque chose qui n'est pas facile à assumer. Parce qu'on est dans une mentalité moderne qui se veut progressiste. Et donc pour le progressisme, être réactionnaire, c'est finalement la nouvelle forme de l'hérésie. Donc il faut passer pour quelqu'un d'ouvert, pour quelqu'un de tolérant, pour quelqu'un de libéral au sens originel, c'est-à-dire qui accorde des libertés à l'autre. Et donc c'est l'idée qu'il faut accepter tout ce que désire l'autre au nom du respect de sa volonté et ne rien lui imposer parce que ce serait finalement raviver la flamme du fascisme. Oui, mais c'est très intéressant ce que tu dis, c'est qu'avant tout était imposé par la religion, donc ces normes étaient imposées par la religion, et donc là, vu qu'on veut imposer des nouvelles normes libertaires, ça veut dire que ça va à l'encontre même de tous les principes et les dogmes religieux qui étaient un phare pour chacun. Oui, alors ça va à l'encontre de ça, et même ça va à l'encontre de quelque chose qu'on pourrait qualifier de plus instinctif dans l'être humain, qui est la possessivité et la jalousie. Tu sais, dans les couples libres, il y a l'idée que la jalousie, c'est une construction sociale dont il faut se défaire, que ça nous empoisonne l'existence, et que l'être humain ne serait pas naturellement monogame, qu'il serait naturellement polygame. Alors, c'est une question qui peut se discuter, bien sûr, et je pense que c'est pas aussi simple de trancher. En revanche, il y a des études qui ont été menées qui tendent à démontrer que la jalousie est un sentiment qu'on éprouve dès la toute petite enfance. Même les nouveau-nés, c'est-à-dire des enfants de 6 mois, on a pu prouver qu'ils avaient de la jalousie quand ils voyaient leur maman
s'occuper d'un poupon. Ouais, donner de l'importance à un autre Exactement. Accorder de l'attention à un autre que soi. Ce qui tendrait à souligner que c'est pas la société qui nous rend jaloux, mais que ce serait plutôt notre animalité qui nous rend jaloux. Et donc, il y aurait c'est notre instinct, quoi. Notre instinct, ce qui peut se comprendre du point de vue de la survie, du point de vue de la programmation génétique, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que se reproduire? C'est d'abord un combat concurrentiel pour la reproduction, c'est-à-dire pour la propagation de soi-même. Quand on a un enfant, qu'est-ce qui fait qu'on aime son enfant? C'est qu'il a la moitié de notre patrimoine génétique. Donc finalement, l'enfant, c'est un autre soi. Et donc, faire des enfants, se propager dans le temps, c'est Schopenhauer qui disait que faire des enfants, c'était mettre un pied dans l'immortalité, parce que c'est se dupliquer soi-même, ce serait finalement le sens le plus primitif et le plus animal de l'existence. Et donc, le cocu, c'est quelque part celui qui a renoncé à propager ses gènes, et dans le cas où il élève l'enfant d'un autre, c'est celui qui accepte de nourrir par son travail, par ses efforts, les gènes de l'autre au détriment de ses propres gènes. Et ça peut expliquer pourquoi le cocu est aussi dénigré dans la société, qu'il est montré du doigt et qu'il est moqué, parce que ce serait finalement quelqu'un qui aurait renoncé à sa propre conservation et à sa propre propagation. Et ça me fait penser que, tu le disais en introduction, le cocu, il y a une catégorie porno, comme quoi ça excite certaines personnes. Et si ça les excite, parce que moi j'aime bien m'interroger sur les paradoxes, c'est que ça ne les laisse pas de marbre. Donc quand on dit qu'il faut se défaire de la jalousie et accepter que l'autre aille voir ailleurs, en réalité, si ça nous excite que l'autre aille voir ailleurs, c'est que ça ne nous laisse pas indifférents. Et c'est donc que ça vient titiller, mobiliser quelque chose en nous qui est cette jalousie primitive. D'ailleurs, le mot que tu as employé, c'est le mot paraphilie. Alors je ne sais pas si tu connais ce terme, si tu as l'habitude de le lire, non, pas du tout. Parce que c'est un terme assez récent. En fait, avant, on parlait de perversion, on parlait de déviance. Et on a jugé que ces mots étaient justement trop discriminants. D'accord. Parce que, après tout, qui sommes-nous pour juger les goûts et les préférences sexuelles d'un tel? Donc le mot paraphilie, en fait, c'est un mot neutre pour parler de déviance. D'accord, ok. Et donc, ce qu'on appelle en français le candolisme, c'est l'équivalent français du coquisme. Le candolisme, c'est l'excitation sexuelle qu'on a à la vue de notre partenaire ayant des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Moi, tout ce que je dis, c'est que si ça soulève une excitation sexuelle, c'est que ça ne laisse pas indifférent, c'est que ça vient réveiller cette part de jalousie animale qu'on a en nous, qu'on a tous en nous, et que donc ce n'est pas simplement une pure construction sociale. Mais on peut dire que le cuck, c'est un peu un libertin, parce que s'il aime regarder sa partenaire ou son partenaire prendre du plaisir avec une autre personne que lui, c'est un peu la définition du libertin, mais le cuck, il a besoin de se signifier d'une autre manière parce qu'il se la raconte un peu, non? On peut dire que parmi les personnes qui acceptent que leur partenaire sexuel et d'autres partenaires, il y a peut-être des personnes qui le font par une sorte d'ouverture d'esprit qui leur font considérer que avoir des rapports sexuels n'est pas signifiant. C'est-à-dire que l'amour transcende, l'amour est au-delà du rapport physique et du rapport charnel. Et ça existe. Mais il y a aussi des personnes qui essayent de se convaincre elles-mêmes que ce n'est pas important, que ce n'est pas ça qui compte, que ça ne leur fait rien. Et en fait, ce sont des personnes qui finalement se retrouvent rongées par la jalousie et qui finalement vivent des situations de souffrance. Et il y a des personnes qui, parce qu'elles veulent absolument se convaincre qu'il faut être ouvert d'esprit, en arrivent à faire des choses qui leur font du mal, qui vont complètement à l'encontre de leur instinct, de leurs sentiments, de leurs émotions primaires, et qui se retrouvent à faire ça simplement pour se donner une image. Donc c'est là où je te rejoins. On peut considérer que certaines personnes, au nom de l'ouverture d'esprit, au nom du modernisme et du progressisme, font quelque chose qui va à l'encontre de leurs désirs profonds et qui se rendent malheureuses. Parce que ce qui est intéressant dans l'image que le porno donne au cuck, il donne cette image de l'homme qui offre en pâture à sa femme à un autre homme qui peut lui donner un plaisir par un sexe plus grand, par je ne sais quelle chose, que lui, il n'arrive pas à offrir à sa femme. Ce qui veut dire qu'à un moment, la femme peut finir par tomber amoureux ou partir avec la personne qui lui offre quelque chose que son homme ne lui offre pas et qu'il a envie de lui offrir sous couvert d'ouverture d'esprit, de « elle m'appartient pas », blablabla. Parce qu'après, comme tu dis, l'instinct primaire, l'instinct primitif de l'appartenance, de l'amour, finit par prendre le dessus, non? Oui, en fait, la question que ça soulève, ce que tu es en train de dire, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire au nom de l'amour. Et au nom de l'amour, tu as certaines personnes qui sont prêtes à s'auto-anéantir, c'est-à-dire à disparaître
Tu sais, c'est la phrase qui d'ailleurs se défend. Hein. Je suis pas là moi pour juger, je suis là pour essayer de comprendre. Oui. Tu as des personnes qui vont considérer que quand on aime quelqu'un, on doit accepter de disparaître de sa vie au nom de son bonheur. C'est-à-dire que si la personne est plus heureuse sans moi, bah, si je l'aime, je dois me retirer. Et ça, c'est une conception qui peut se défendre, hein, je veux dire, autant rationnellement, philosophiquement, il n'y a aucun problème. Sauf que là, on est en train de parler de quelque chose qui s'appelle la relation de couple. Et ça, c'est quelque chose qui existe socialement. Je veux dire, le couple, c'est une entité sociale. C'est pas simplement une affaire personnelle. Ça regarde aussi la société. Tu sais, quand on se marie, par exemple, on fait pas simplement ça pour nous, c'est-à-dire le couple. On fait ça aussi pour dire au monde, nous sommes une équipe, nous sommes un couple. Tu m'appartiens, je t'appartiens. Bah, en tout cas, ça doit entraîner, je veux dire, implicitement, les gens comprennent que ben, tu ne peux pas te permettre d'aller draguer telle femme parce qu'elle est mariée à tel homme. Donc il y a tout un cadre tacite de convention sociale qu'on peut critiquer par ailleurs, qu'on peut remettre en cause. Mais le fait est que ce sont les conventions qui permettent de structurer la société, parce qu'il ne faut pas oublier que le mariage, c'est ce sur quoi repose la famille. Hein. C'est-à-dire que si le couple, la cellule primitive qu'est le couple éclate, la famille éclate, et donc l'enfant se retrouve finalement versé aux quatre vents, et il n'y a plus de repères. Hein. Donc le couple, c'est aussi un repère. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais, on peut estimer que le bonheur de l'autre passe avant son propre bonheur, et qu'à ce moment-là, on est prêt à tout lui accorder du moment que ça peut rendre la personne heureuse. Ben, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est le fait de démultiplier les partenaires sexuels qui rend heureux, ou est-ce que c'est simplement ce qui permet d'augmenter son plaisir? Et c'est là où la distinction est très importante entre le plaisir et le bonheur. On est dans une société que je qualifie d'hédoniste, même si c'est plus du pseudo-hédonisme. L'hédonisme, c'est de dire que le bonheur passe par le plaisir. Le plaisir au sens plaisir de la chair, plaisir des sens. Et je pense que c'est très souvent un contresens qu'on fait quand on confond le bonheur et le plaisir, parce que le plaisir, on peut vite devenir addict, devenir accro, et avoir besoin de toujours plus de doses. Tu sais, un petit peu comme les personnes qui sont accro, addicts à la drogue, tu as besoin d'augmenter les doses pour maintenir les effets. Et donc, plus tu vas aller loin dans les plaisirs, plus tu vas avoir tendance et envie de repousser les limites de ce plaisir-là. Je ne suis pas convaincu qu'on rende une personne heureuse en augmentant la quantité de plaisir qu'on lui injecte. Je pense qu'on devient heureux à partir du moment où on a compris que ce n'était pas le plaisir qui définissait le bonheur. On peut dire que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup pour avoir expliqué tout ça. Je pense que beaucoup de gens ne savaient pas ce que voulait dire le mot cuck, même si, une fois que tu l'expliques, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Un homme qui a envie de permettre à sa femme d'avoir du plaisir avec quelqu'un qui peut lui apporter un plaisir que lui ne peut pas lui apporter par amour, parce que quoi qu'on dise, c'est quand même une forme d'amour, même si les personnes qui sont des cucks disent que la personne ne leur appartient pas, mais par amour, ils sont prêts à accepter ça, parce que bon, l'idée, il faut bien qu'elle vienne de quelqu'un, quoi. Voilà. Donc, et souvent, c'est une idée qui vient d'un homme, qui veut avoir d'autres partenaires et qui va dire à sa femme et qui va la baratiner. Mais là, ce qui est intéressant dans le terme du cuck, c'est l'homme qui finit par tellement se féminiser qui finit par avoir des réactions qu'une femme devrait avoir, quoi. Donc, c'est assez bizarre, mais en tout cas, aujourd'hui, la société s'est tellement pervertie qu'il faut bien qu'on trouve une norme et à des choses qui ne l'étaient pas forcément avant. Donc, les amis, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup, Charles, pour cette masterclass, parce que là, on va faire une série de masterclass. Je sortirai une vidéo par mois avec Charles où on va parler d'un sujet philosophique et il va débattre, nous donner son point de vue avisé là-dedans. Donc, c'est une chance que j'ai de t'avoir. Donc, je m'en sers, mon pote. Merci beaucoup, les amis. Passez une bonne soirée. On vous aime fort.